Bonjour à tous, je pense que tout le monde doit m'entendre normalement. J'ai coupé tous les micros pour éviter d'avoir du son un petit peu partout. J'imagine que vous nous voyez aussi. On va être deux à présenter la visioconférence, donc Quentin et moi, Loïc. Euh, je vous invite à éventuellement poser vos questions au fil de l'eau par message directement la messagerie de la visio. Et puis on essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, plutôt à la fin pour éviter que ça coupe un petit peu. On va commencer. Bonjour à tous, les retardataires vont nous rejoindre. Vous m'entendez bien? C'est a priori, on va partir c'est bon, ouais. Merci Nicolas. Euh, Merci à tout le monde d'être là. On essaye de braver finalement les contraintes qui nous sont imposées par tous. Donc moi, je m'appelle Loïc Desfins, je suis le cofondateur de l'entreprise qui s'appelle Unity. Unity, c'est un startup studio installé à Rennes qui accompagne des PME et des ETI, voire des grands groupes, pour les aider à lancer des nouveaux business, un peu en spin-off ou en side project de leur activité principale du numérique, donc de nouvelles activités autonomes dans le numérique, adossées à une activité, disons, plutôt plus traditionnelle. Donc on est très branché numérique et on est plutôt branché PME, ETI, mais on s'inspire beaucoup de ce qu'on peut trouver dans le monde de la startup par les méthodes et par aussi les contenus. Donc on a développé un concept qu'on appelle Curiosity qui vise à proposer aux dirigeants d'entreprise une façon de s'inspirer finalement de ce que font les startups dans leur secteur et pouvoir justement imaginer un petit peu la suite, anticiper ce qui va pouvoir se passer sur cette année et les années à venir en apprenant des nouveautés qui sortent par l'initiative des startups à travers le monde et aussi voir surtout à travers ce qu'on peut voir en France. Donc c'est un concept qu'on a appelé Curiosity hop, et qu'on a déjà déroulé à deux reprises sur le sujet de la food tech, donc l'innovation autour de l'alimentation au sens large, agri-agro, et puis également autour de la RH tech et de la recrute tech, donc tout ce qui tourne autour de l'innovation autour du recrutement. Donc c'est un événement qu'on avait planifié là sur les jours passés ou à venir et qu'on a été obligé de décaler, donc on réalisera au mois de juin ou au mois de septembre, on ne sait pas encore exactement. L'idée c'est de proposer l'analyse d'un secteur, l'analyse de l'innovation dans un secteur, et puis ensuite de partager sur tout ça. Donc un des livrables qu'on produit à ce moment-là, c'est une cartographie qu'on va vous présenter par la suite, que Quentin vous présentera, qui est une cartographie centrée sur l'innovation des startups en France et qui permettent justement aux entreprises de s'en inspirer. On remercie nos partenaires qui nous permettent de réaliser cette action autour du Curiosity parce que ça nous prend beaucoup de temps en termes de recherche d'informations et puis de préparation de l'événement. Donc c'est un événement qui a été co-organisé avec l'IMSI, qui est l'Institut de management des services immobiliers installé à Rennes, entre autres, hein, qui est une école qui est dans d'autres villes. Et puis nos partenaires, on a l'Innovim qui est également notre voisin installé avec nous autour de l'immobilier d'entreprise, l'innovation autour de l'immobilier d'entreprise. On a le groupe Giboire installé à Rennes aussi, Ouest France Immo. On a Cressard et Le Goff, un cabinet d'avocats installé à Rennes également. La FF2I, Fédération française de l'Internet et de l'immobilier. Et puis Bimove, qui est aussi une société spécialisée autour de tout ce qui est mobilité des Français au sens large, avec tout un tas d'activités, qui est également installée à Rennes. Donc, je les remercie chaleureusement de nous permettre d'organiser cette version très très light de Curiosity et puis surtout la version, disons, longue qui sera reportée au mois de juin ou septembre. Je vous propose d'avancer. Donc, Loïc, donc c'est moi. Je vais vous parler finalement un petit peu en entonnoir de ce qu'est la PropTech, d'où elle vient, quels sont plutôt les pays qui portent ces initiatives à travers le monde avant de se concentrer plutôt sur la partie France et de présenter la cartographie. Donc ça sera plutôt fait par Quentin. On parle de PropTech aujourd'hui, donc on a beaucoup parlé de FinTech ou d'autres mots qui finissent en tech depuis un bon moment. La PropTech, c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé depuis très très longtemps. Et c'est pas forcément le secteur dans lequel il y a eu le plus d'investissement dès le début. On a beaucoup parlé de FinTech. Aujourd'hui, on parle beaucoup de health tech autour de l'innovation autour de la santé, typiquement. Et puis, il y en a tout un tas d'autres, hein. Il y en a une bonne vingtaine, une bonne trentaine de mots qui finissent par tech.
Aujourd'hui, on va parler de la PropTech. La PropTech, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Donc, c'est la contraction de property et de technology. Il y a une définition, il y en a plein. Il y en a une qu'on aime bien, je vais vous la lire, qui est la PropTech est un ensemble de solutions technologiques visant à transformer, améliorer ou réinventer chaque maillon de la chaîne de valeur du secteur de l'immobilier. Et on parle de transactions, de location, de construction et de gestion des actifs. Il y a plein de façons de représenter une cartographie de la PropTech. Donc, nous, on a essayé de se concentrer sur ces différents axes. Et donc, on va vous les présenter juste après. L'idée étant, autour de la PropTech, certaines personnes vont parler de la PropTech en se concentrant que sur le secteur de l'immobilier. D'autres vont parler beaucoup du BIM et de la construction. Finalement, on peut mettre tout un tas de choses derrière et on peut avoir plusieurs définitions. Ce qui est important de partager, c'est que le secteur de l'immobilier, c'est quand même un des poumons de l'économie française. Hein. C'est le premier secteur économique en France. Et quand on met l'immobilier et qu'on intègre la construction dedans, ça représente quand même 16,5% du PIB en 2018. Hein, c'est une source OCDE. C'est très important. On dit souvent quand le bâtiment va, tout va. Si on élargit à l'immobilier, c'est une vraie réalité. Donc c'est d'autant étonnant de voir que finalement les innovations technologiques autour de l'immobilier ne sont que finalement assez récentes. On constate également, donc si on parle du panorama mondial, on constate que c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, en 2016, on avait les investissements mondiaux ont représenté que, entre guillemets, 3 milliards de dollars en 2016, ce qui était peu hein, comparé aux investissements qui étaient réalisés dans la fintech. Et on voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'investissements autour de ce secteur de la PropTech. A priori, en 2020, on sera aux alentours de 20 milliards si le confinement dure pas trop longtemps, puisque ça a tendance aussi à ralentir les investissements dans les différentes startups. On voit aussi qu'en 2017, il y avait plus de la moitié des investissements qui étaient réalisés sur des entreprises américaines et que l'Europe et la France étaient plutôt à la traîne et restent encore plutôt à la traîne. L'acteur en Europe qui va être, enfin, le pays en Europe qui est peut-être le plus dynamique aujourd'hui, c'est les Pays-Bas hein, qui représentent, il y a à peu près entre 16 et 20% des parts de marché des acteurs en Europe qui viennent des Pays-Bas. On a aussi des acteurs en Grande-Bretagne, en Angleterre qui sont assez dynamiques. Je vais en citer un juste après. Et puis il se passe pas mal de choses aussi en Inde. Et puis également au Brésil, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va pas avoir le temps de passer sur tous les exemples. Je voulais en citer deux. Je voulais vous parler de Zillow et de Open Doors, qui sont deux gros acteurs aux États-Unis. Donc Zillow, qui est connu pour être une sorte de se loger / le Bon Coin américain, donc, qui a été créé en 2005, sachant que le Bon Coin a été créé de mémoire en 2013 ou quelque chose comme ça. C'est pas si vieux que ça. Zillow lui date depuis 2005. C'est une entreprise qui est énorme et qui s'est lancée en 2019 dans ce qu'on appelle le e-buying. Alors le e-buying, c'est grosso modo la plateforme qui se propose d'acheter complètement en ligne des biens à leurs propriétaires en leur faisant une offre sans rétractation. Et elle se base sur des outils de predictive selling pour se dire j'achète à tel prix, je sais que en fonction de l'évolution du marché, dans à peu près 4, 5, 6 mois, je vais pouvoir revendre à tel prix. Et donc en automatisant finalement toutes ces ventes, en automatisant l'offre et en automatisant la revente par la suite, elle souhaite acquérir d'ici 5 ans environ 5000 maisons par mois et générer 20 milliards de chiffre d'affaires. 20 milliards de dollars. Donc c'est vraiment impressionnant. On est sur des montants complètement dingues. Et surtout, on est sur des comportements qu'on n'imagine pas forcément en France. Et donc, mécaniquement, c'est peut-être des choses qui vont pouvoir arriver aussi dans les années à venir. En tout cas, l'automatisation d'un certain nombre de transactions et de comportements d'achat vont pouvoir se répercuter, à mon avis, sur la France. Un deuxième exemple que je voulais citer, c'est la société Open Doors, qui a été créée en 2013 aux États-Unis, qui a levé récemment plus d'1 milliard de dollars auprès d'investisseurs et qui a une valorisation qui est aujourd'hui aux alentours de 4 milliards de dollars. Donc on est sur des montants vraiment presque complètement dingues, avec un même modèle de e-buying que Zillow, qui est présent dans à peu près 25 à 30 villes aux États-Unis. Et le principe, c'est de racheter des biens à des propriétaires
et de sous-traiter un rafraîchissement du bien, c'est-à-dire en faisant intervenir des acteurs qu'on a identifiés, qui ont été sélectionnés pour finalement remettre un coup de peinture, refaire quelques travaux, etc. Elle va donner elle va faire un peu le Stéphane Plaza, elle va automatiser l'intervention de Stéphane Plaza dans les émissions qu'on peut voir et finalement revendre le bien à un prix qui va être plus important. Donc elle va faire de l'achat, remise en état, revente dans la foulée et tout ça en essayant de se baser sur les fluctuations du marché et de déterminer des bons prix. Et donc, voilà, c'est deux exemples qui étaient assez intéressants. Je voulais citer un troisième exemple avant de réduire un petit peu l'entonnoir sur l'Europe et la France. En parlant de l'Angleterre, il y a une entreprise qui s'appelle Purple Bricks, qui est une licorne britannique qui a été récemment valorisée, donc créée en 2012 et valorisée récemment à plus d'1 milliard de dollars. Elle se positionne sur un système de frais fixes dans les transactions, ce qui est une nouvelle mécanique qu'on peut commencer à voir pour les agences immobilières, qui est un modèle qui est très très bien pour l'acquéreur, disons, qui impacte pas forcément le vendeur, mais qui nécessite d'avoir énormément de cash parce que le modèle est basé sur le modèle de rémunération est basé sur la data et donc d'avoir beaucoup de volume. Et avant d'avoir beaucoup de volume, il faut faire beaucoup de ventes et donc ça prend un petit peu de temps. C'est un modèle qui a été pas mal copié, mais qui a aussi envoyé dans le mur pas mal de boîtes. Voilà, donc il y a tout un tas d'exemples. On peut parler de Quinto Andar au Brésil. On peut parler de boîtes qui sont nobroker.com, qui est une startup indienne aussi, qui est voilà, des boîtes qui peuvent être inspirantes. On ne va pas forcément rentrer dans le détail sur toutes ces boîtes. Mais l'idée étant de dire que grosso modo, on a plus de 6000 startups aujourd'hui qui peuvent être intégrées dans ce qu'on appelle la PropTech dans le monde entier. En France, c'est un mouvement qui s'est, entre guillemets, professionnalisé autour du mouvement The French PropTech qui a été lancé en 2018 et qui est en train de se déployer sur les différentes villes en France. Mais voilà, la France, il y a encore plein de choses à faire et il y a plein d'initiatives desquelles on va pouvoir s'inspirer aussi dans la suite. Je vais te passer la main, Quentin, maintenant. Si, tu peux peut-être réactiver ton micro. Oui, tout à fait. Merci Loïc. Donc merci pour ce panorama de la PropTech à l'échelle plutôt mondiale et à la fois européenne. Dans le cadre de notre événement Unity, on a décidé de s'intéresser au marché français où on a recensé des centaines de startups. Comme le disait Loïc, aujourd'hui, la logique de cluster qui a longtemps été portée aux États-Unis au travers de la Silicon Valley, c'est pas mal répliqué dans l'univers des startups au sens large à l'échelle mondiale. Ce serait un travail gigantesque de recenser 100% des startups qu'il y a dans le monde. Alors volontairement aujourd'hui, puisqu'on est sur un marché français et que les participants aux événements Curiosity agissent la plupart sur le marché de la France avec des pratiques dans l'immobilier qui sont bien spécifiques à notre pays. On s'est recentré sur ce marché-là nous-mêmes. Alors pour faire une définition de la PropTech, Loïc l'a dit en introduction, c'est la contraction de property et technologie, mais on peut voir qu'il y a plusieurs sous-marchés qui viennent dans cette définition de la prospect de manière un peu poreuse. Il n'y a pas de définition, on va dire, qui fait consensus autour de tous les acteurs. On voit que c'est finalement un milieu qui est assez poreux, notamment avec tout un tas d'autres marchés que sont la smart real estate. Là, c'est une définition qui a été reprise sur un média qui fait plutôt référence dans le milieu, qui s'appelle Imo de Pro. Donc, on a pris ça en clé d'entrée. La smart real estate, ça regroupe d'une certaine manière les smart cities et tout ce qu'on peut appeler bâtiments intelligents. C'est tous les bâtiments qui vont embarquer un certain nombre de capteurs, de l'IoT, qui vont être vecteurs notamment de data, pour avoir soit un management un peu plus intelligent de ces biens immobiliers, ou alors avoir justement du prédictif sur des pannes ou gagner du temps sur la mise en place de travaux, par exemple, pour ne pas réduire qu'à ça. Parce qu'on a également un autre sous-secteur qui s'appelle la Contech, la contraction de construction et technologie, donc qui va beaucoup plus concerner le secteur du bâtiment et des travaux. Finalement,
pour tous ces projets-là, qu'on soit un particulier, un professionnel, il faut à un moment donné trouver des solutions de financement, des solutions qu'on peut trouver dans le marché qu'on appelle la fintech aujourd'hui. Donc ça va être toutes les initiatives qui peuvent porter des formes d'investissement qui sont liées à l'immobilier. Et finalement, dans une moindre mesure, on peut aussi considérer que l'économie collaborative, donc qui met en relation des particuliers avec des particuliers via des plateformes d'intermédiation en général, qu'on peut voir aujourd'hui avec Le Bon Coin ou Airbnb pour citer les plus connus. Dans la PropTech, on a surtout des initiatives autour des thématiques du co-living. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on va, dans l'esprit de la colocation, rapprocher les gens entre eux pour leur mettre à disposition un certain nombre de services, que ce soit pour faire du sport ou encore travailler différemment ou mettre tout un tas de services et de valeurs ajoutées sur leur lieu de vie. Et on va retrouver également des initiatives du coworking. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des manières un peu innovantes de trouver des logements et des bureaux pour travailler de manière un peu plus agile. Donc avec Unity, startup studio dans lequel je suis inscrit dans la démarche, on a pu construire un mapping, un recensement qui va finalement nous faire découvrir plus de catégories que ces 4 que j'ai mentionnées auparavant. On a recensé plus de 300 startups françaises dans la PropTech qu'on a choisi, mais c'est un choix assez subjectif, mais qui nous va plutôt bien, avec lequel on est plutôt à l'aise. Encore une fois, ça ne fera pas consensus, on va dire, auprès de 100% des interlocuteurs, mais ça fait plutôt sens la manière dont on a choisi de hiérarchiser ces startups dans les 25 catégories. Pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas la cartographie sous les yeux, qui voudraient faire des zooms plus tard ou suivre de manière un peu différente pendant le webinaire, vous pouvez la télécharger sur le site web ou alors vous avez ce lien de téléchargement qui sera disponible à l'issue de la présentation à la fin du webinaire. Donc, je voulais avec vous aborder un parcours plutôt thématique qui va reprendre un petit peu des étapes clés du cycle de vente, que vous soyez dans l'immobilier de la transaction, dans l'ancien, ou que vous soyez plutôt dans l'immobilier du neuf. Je vous propose de parler de l'immobilier du neuf dans un premier temps, et notamment des initiatives qui ont pris le pari de rendre les transactions plus fluides. C'est notamment les initiatives qu'on peut avoir autour du BIM. Le BIM, c'est un acronyme qui signifie Building Information Modeling. C'est donc des initiatives qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur les bâtiments qui sont structurées, notamment via des plateformes, et qui permettent de rapprocher des interlocuteurs entre eux. C'est une plateforme d'échange d'informations, tout simplement. Pour un promoteur immobilier, par exemple, qui va travailler dans l'immobilier neuf, l'intérêt, il peut être soit de rapprocher ses clients finaux de ses maîtres d'œuvre afin de répondre de manière plus précise à la demande qui a été formulée sur un projet de construction. Mais pour les commercialisateurs aussi, notamment, ça permet de mieux digitaliser, de mettre en avant les produits immobiliers qui peuvent être dans leur portefeuille. Donc, on l'a bien compris, l'intérêt de cette démarche, elle est plutôt double. On peut signer un acte authentique, donc un titre de propriété chez un notaire plus rapidement, si on arrive à faire gagner du temps sur certaines étapes des travaux, et qu'on arrive à mieux répondre à la demande des clients finaux. Et finalement, on a mis à disposition tout au long du parcours les bons outils qui ont permis à un chantier de se dérouler sans accroc, avec des modules de signature électronique, par exemple. C'est une des innovations qui commence à transpirer dans tous les cœurs de métier, et y compris l'immobilier, qui n'y échappe pas. Mais on peut aussi être plus impactant en termes de CRM avec ses clients, c'est-à-dire partager les bonnes informations au bon moment et écarter les zones d'ombre pour éviter des frictions et de perdre du temps et de l'argent sur des rejets, sur des chantiers qui devraient être repris. Donc ça, c'est un peu la vision qu'on a autour de la construction, de la supervision et du BIM. Dans la cartographie, on pourrait citer parmi les nombreuses initiatives qu'on a pu recenser, c'est pas une liste exhaustive, mais celle-ci est assez pertinente, je trouve. On a le cas d'Unlatch, qui s'appelait anciennement Legalife, qui propose par exemple des tableaux de bord pour piloter sa relation avec les différentes parties prenantes et de les solliciter à des moments clés sur un projet immobilier.
D'un autre côté, il est aussi rendu possible pour certaines personnes, avant même la livraison d'un bien immobilier, de se projeter dedans grâce à la 3D. La 3D et la réalité virtuelle, notamment, qui sont des leviers d'innovation qui ont été pas mal utilisés dans un certain nombre de domaines. L'immobilier n'y échappe pas non plus. Ça peut être le cas avec une entreprise qui est recensée qui s'appelle Building Reality, mais il y en a d'autres qui proposent ce genre de service, qui proposent notamment à ses utilisateurs de se déplacer et de visualiser un bien de manière virtuelle, donc de se rendre compte et de se projeter un peu du rendu final du bien une fois qu'il sera achevé. On a une autre profession qui est intégrée dans cette sous-catégorie, c'est les architectes. Qui ne sont pas écartés des initiatives PropTech aujourd'hui, parce qu'on leur propose d'être mis en relation différemment avec leurs clients, par exemple d'atteindre une cible qui n'aurait pas été intéressée par leur service dans un premier temps. Ça peut être le cas d'Archibien, notamment, qui met à contribution plusieurs architectes sur un seul et même projet et qui vont faire des propositions de valeur personnalisées, adaptées pour leurs clients. Et à la fin, ils seront tous dans le modèle d'affaires rémunérés à la hauteur de leur contribution. Et bien entendu, la personne qui aura été retenue remportera le chantier et c'est du chiffre d'affaires additionnel à la clé. J'ai évoqué très brièvement les modules de signature électronique et les titres de propriété. En France, on a une profession qui est un peu la clé de voûte et la délivrance de cet acte de propriété, c'est les notaires. On peut voir sur la slide suivante qui concerne le notariat que la rédaction de l'acte authentique, c'est quelque chose qui génère pas mal de soucis, de lisibilité, notamment pour un acquéreur. Si on fait appel à un agent immobilier, entre le moment où on a signé un compromis de vente et on se retrouve chez le notaire, il se passe en général un petit peu de temps. Donc la PropTech est venue apporter des solutions dans une logique, dans un premier temps, de faire justement preuve de plus de transparence sur ces délais-là, et également embarquer des modules qui vont faciliter les étapes, notamment via de la signature électronique, encore une fois. Vous pouvez trouver des acteurs tels que DocuSign ou encore YouSign, pour ne citer que eux. Mais vous avez aussi notamment des plateformes qui proposent de rassembler un peu tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit l'acquéreur, le vendeur, le notaire, sur une même plateforme, afin de centraliser tout un tas de documents qui sont à valeur légale, faire gagner du temps, éviter d'avoir des rendez-vous et des déplacements qui sont source de rallongement de ces fameux délais. Donc vous avez des plateformes qui ont fait parler d'elles, notamment à travers des levées de fonds ou alors leur communication sur les salons professionnels. Vous avez MyNotary qui tire pas mal son épingle du jeu en ce moment sur le secteur du notariat, ou encore Foxnote. L'enjeu, il est double, donc c'est faire gagner du temps pour avoir ce fameux titre de propriété, mais c'est aussi rassurer les acquéreurs au moment du traitement de leur information et de l'avancée de leur démarche. Les agents immobiliers ne sont pas en reste non plus. On va parler plutôt de l'immobilier et les transactions dans l'ancien pour ce cas-là. Ils sont de mieux en mieux outillés pour mener à bien leur mission au quotidien. Que ce soit de la prospection pour générer des nouveaux leads ou alors mettre en avant les annonces qu'ils peuvent mettre en ligne sur les différents portails comme ils le font aujourd'hui. Ça peut être aussi le traitement des demandes d'achat qui sont toujours plus nombreuses, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on le sait, l'immobilier est plutôt tendu, mais ça peut aussi être des outils qui permettent d'offrir plus de services, à savoir de la conciergerie, par exemple. Donc, toute une panoplie d'outils s'offre à eux dans les différents cycles qui rythment le parcours d'achat-vente des agents immobiliers. Notamment, ce qui me semblait assez pertinent pour la prospection, car c'est aujourd'hui l'immobilier, et notamment le métier d'agent immobilier, une profession qui donne encore beaucoup envie en France. C'est parmi les métiers les plus recherchés sur les moteurs de recherche. Il y a beaucoup de gens qui trouvent aussi une manière de se reconvertir dans ce milieu-là et qui sont confrontés à une phase de construction de leur réseau et de prospection. Vous avez pour ça un outil tel que Leads2Keys qui est assez pertinent et qui permet d'organiser sa prospection comme un véritable commercial terrain. Donc au lieu de faire du porte-à-porte classique, il propose une véritable carte interactive pour marquer des emplacements qui ont déjà été visités et éviter d'aller toquer à la porte 3 fois du même prospect, être plus efficace. Il y a aussi,
une partie qui mobilise plutôt les agents immobiliers, c'est sur la recherche de mandats. Aujourd'hui, les mandats de vente, c'est des choses qui sont très rares et très recherchées sur le marché où il y a une forte compétition pour aller les chercher. Notamment, vous avez une plateforme qui s'appelle Lici qui permet de partager des mandats exclusifs et d'avoir du partage d'affaires un peu plus facilement via justement le partage de ces mandats via des applications. Trouver de nouveaux clients pour les agents immobiliers, c'est une bonne chose, mais il y a aussi une autre chose qui peut être bien pour maintenir des relations durables avec sa clientèle existante, c'est convertir ces fameux leads via des transactions. Donc pour cela, il y a plusieurs plateformes de gestion de projets et d'intermédiation qui fleurissent aussi dans les initiatives PropTech. Ça va être le cas, par exemple, pour faire gagner du temps dans ces missions quotidiennes aux agents immobiliers, d'avoir des échanges par mail, des échanges téléphoniques qui se multiplient. Vous avez des applications, des sites internet tels que assistant.imo, pour ne citer que lui, qui se propose de gérer toute la partie prise de rendez-vous en ligne, de faciliter les prises de notes dans les agendas respectifs de chacun et de faire gagner du temps à tout le monde, justement, sur les fameuses visites de biens immobiliers. Les acquéreurs et les vendeurs qui deviennent, eux, de leur propre point de vue, de plus en plus autonomes sur la recherche, qui ont de plus en plus d'outils aujourd'hui sur la toile pour faire des comparatifs de prix, des estimations des biens immobiliers, et ben justement, ils doivent être un petit peu plus chouchoutés, on va dire, sur toute cette partie service additionnel pour valoriser les actions qui peuvent être menées par les agents immobiliers aujourd'hui. Pour cela, les agents immobiliers aujourd'hui, ils agissent vraiment comme des véritables chefs d'entreprise et ils arrivent un petit peu à toucher à toute forme de promotion de leur activité. C'est dans ce sens qu'il y a plusieurs startups qui se sont lancées dans le marketing immobilier, notamment, pour valoriser les actions qu'on peut mener dans un cadre promotionnel. Il est possible aujourd'hui, maintenant, pour avoir une bonne réputation sur Internet et sur les moteurs de recherche, être bien référencé, de faire appel à des modules d'avis vérifiés. Par exemple, c'est le cas d'ImmoAdvisor, qui est un peu l'avis vérifié dédié à l'immobilier aujourd'hui. Ou alors, il est encore possible, pour mettre en avant certains biens qui n'auraient pas, comment dire, qui seraient un peu atypiques ou qui seraient mis en valeur un peu moins bien vis-à-vis d'une annonce classique, il est possible d'utiliser des formes scénarisées d'enchères via la plateforme Cadran, pour la citer dans son genre. Voilà ce qu'on pourrait dire en quelques mots sur l'immobilier traditionnel et les transactions. Ce qui est peut-être intéressant aussi de voir sur cette cartographie, c'est la partie fintech, qui est étroitement liée, on l'a vu en préambule dans la définition de la PropTech, qui peut être étroitement liée à la partie finance, parce qu'en effet, l'investissement dans la pierre, aujourd'hui, a encore de beaux jours devant lui, vu le manque de confiance que certains épargnants peuvent avoir dans les places de marché immobilières et vu le contexte actuel. La pierre, ça paraît toujours comme un investissement solide et plutôt sûr. Vous avez des startups telles que Fundimo qui proposent à leurs clients d'investir de manière un peu différente sur le modèle économique du crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'est le financement participatif. Les investisseurs, eux, d'un autre côté, ils tendent à être de mieux en mieux informés sur le potentiel et la rentabilité d'un bien immobilier. Aujourd'hui, pour ça, ils peuvent exploiter un certain nombre de données immobilières. On l'a vu déjà dès 2019, la Direction générale des finances publiques a mis à disposition de tout le monde l'historique des ventes des biens immobiliers. Donc ça donne un certain nombre de data à un certain nombre d'acteurs pour faire une estimation du prix, du juste prix auquel acheter un bien. Quand ce n'est pas le cas, pour faire ce travail d'estimation, il y a beaucoup d'outils d'estimation qui existent aujourd'hui, qui viennent prendre le relais, notamment via des sites tels que Dreamkey, pour citer que lui, en dehors des classiques Se Loger qu'on connaît très bien aujourd'hui avec leur module d'estimation. Pour obtenir la meilleure solution de financement selon son profil, on peut aussi faire appel à des courtiers immobiliers en ligne. C'est le cas notamment de plateformes telles que bonemprunt.com ou encore Preto ou Swifty, pour citer ces quelques exemples. Donc, on le voit, le digital permet de faire émerger de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles tendances dans l'habitat et l'organisation du travail du lieu de vie pour coller au plus près de la réalité des acteurs de l'immobilier qui sont aujourd'hui de véritables entrepreneurs. Notamment, on peut aussi avoir des solutions sur le coworking qu'on peut voir dans le slide suivant,
C'est le cas avec l'économie collaborative, où aujourd'hui on est de plus en plus, pour certaines générations, et a fortiori dans les jeunes générations, la génération Y par exemple, qui a plus tendance à aimer les modèles économiques où ils payent à l'usage plutôt que d'accéder directement à la propriété. Tout ça dans une logique de flexibilité du monde du travail et de professions qui tentent de plus en plus à être indépendantes. Et bien dans cette même logique-là, vous avez des solutions de coworking qui sont plus flexibles, qui sont plus, agiles entre guillemets. Donc vous pouvez retrouver des solutions telles que Bureau & Co, Take a Desk, pour ne citer que ces deux initiatives-là. Donc les clients et leurs usages évoluent également. On peut aussi le voir là dans le coworking, mais ça transpire aussi jusque dans la vie privée, notamment avec tout un tas d'offres qui existent dans le co-living. Donc les gens aussi peuvent retrouver toutes ces solutions au travers d'initiatives quelques co-living ou encore Womiz. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ces quelques sous-secteurs qu'on a identifiés dans notre cartographie. Encore une fois, c'est une segmentation qui nous va plutôt bien, mais qui nous est propre, qui demande un petit travail d'appropriation. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un meilleur aperçu de comment est composé l'écosystème des startups de la PropTech aujourd'hui en France. Ce que je vous propose dans un second temps, si vous avez des questions, c'est de les partager dans l'espace commentaire. Et encore une fois, je vous invite à consulter la cartographie dans sa totalité. Et j'espère que vous pourrez trouver soit des informations qui sont utiles à votre cœur d'activité immédiatement, ou alors qui pourront faire germer de bonnes idées pour vos propres modèles d'affaires dans l'avenir. Tout à fait. Merci Quentin. Et puis, merci à tous. En conclusion, je pense que vous m'entendez. En conclusion, juste, on voulait redire qu'on va organiser un événement Curiosity en physique, en présentiel, soit au mois de juin, soit au mois de septembre. On est preneur de vos retours sur cette webconférence et de vos questions aussi, de vos ajouts. Il y a probablement des petites coquilles qui restent encore sur la carto. On la mettra à jour d'ici une semaine ou deux, donc avant de la diffuser plus largement. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos remarques. Voilà, moi je sais que j'ai dit une bêtise au tout début que j'ai corrigé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire et vous pouvez communiquer sur le mail hello@unity.io. Et sinon, nous laisser votre adresse mail en vous inscrivant à la newsletter pour avoir plus d'infos si vous le souhaitez. Merci à tous. Et puis on a fait une petite demi-heure. C'était un bon exercice. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au plaisir de vous revoir en vrai. Bonne journée.